Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition des Ateliers républicains organisée par Elnet et Gérard Rabinovitch, philosophes et sociologues. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Masson, psychanalyste et professeure des universités, et Caroline Eliachev, pédopsychiatre et psychanalyste, pour nous parler de leur ouvrage La fabrique de l'enfant transgenre. Avant de leur donner la parole, j'ai demandé à Gérard Rabinovitch de nous présenter le sujet et nos intervenantes. Merci Sarah, bonjour Caroline, bonjour Céline, salutations à Arié, à Charlotte. Soulagé depuis dimanche 20h01. Oui. Soulagé, mais soulagement n'est pas apaisement. Toujours sur les solides découvertes des ateliers républicains reste inscrite la sentence de vigilance prononcée par Isaïe, veilleur où en est la nuit. Bien que la démocratie soit le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres, ainsi que l'a légué en maxime Winston Churchill, la démocratie, qu'elle soit républicaine ou de monarchie parlementaire, vaut en valeur absolue. D'autant plus en vis-à-vis des systèmes tyranniques, kleptocratiques, totalitaires, comme l'expérience directe ou partagée en écho devrait nous l'avoir appris, et comme nous en ont donné leçon des penseurs du politique tels que Raymond Aron, Claude Lefort, Ishaya Berlin. Mais démocratie appelle vigilance. Comme disait Thomas Jefferson, en tout cas c'est à lui qu'on l'attribue, le prix de la liberté, c'est une vigilance éternelle. Depuis les temps de l'antique période axiale des civilisations, selon la définition que lui donna Karl Jaspers, du côté de Jérusalem autant que du côté d'Athènes ont été consignés ce qu'il est dit des libertés, il est des libertés liberticides. Les maîtres grecs du politique, tel Aristote, ajoutaient que la confusion récurrente en démocratie entre liberté et licence, dans une inclination fatale, avait toujours au résultat de ces délitements pour conséquence la venue à l'épisode suivant de la tyrannie. Certains aujourd'hui voudraient s'en accommoder, voire même l'appel de leurs vœux, mais on ne règle jamais par le recours à la tyrannie ce processus germinant en démocratie de délitement social, éthique, cognitif et au final psychique. Une manière de tohu-bohu, dont les maîtres du Talmud à la question du « comment vient-il » répondaient en litote petit à petit. Seuls les faibles, les paresseux et les serviles et namourés d'un chef de horde promis peuvent espérer de la tyrannie la solution au mot démocratique. C'est par le laborieux, fastidieux et généralement socialement peu gratifiant travail de vérité qu'ont une chance de se faire les correctifs aux déshérences qui s'ébrouent en régime démocratique. Et c'est en démocratie et seulement là qu'on peut le mener sans trop risquer d'y perdre sa vie pour peu que celle-ci ne soit pas toute livrée en dépendance aux parabolic reflectors des estrades médiatiques. Comme disait Sigmund Freud, la voix de l'intellect est basse, mais elle finira bien par se faire entendre. Dans les délitements internes des démocraties de notre époque, ouest-européenne et nord-américaine et leurs admirateurs dans le monde, nous observons beaucoup de fariboles et frivolités ludo-païennes, d'absurdités anthropologiques qui prennent leur marque et assises dans le sociétal contemporain. Elles ont la force d'impact d'un effondrement civilisationnel et versent, dans certains cas, dans des crimes éthiques, sans pour autant être davantage interrogées dans l'espace public sous forme d'un vaste débat de société. Nous en avons pour notre part ici, aux ateliers républicains, déjà sondé quelques-unes avec Jean-François Bronstein sur l'antispécisme, Jean Slamovitch sur l'écriture dite inclusive, Daniel Dayan sur les mimiques de la victimisation, Maurice Berger sur les violences adolescentes, Brice Couturier sur la cancel culture et le wokisme, avec encore François Rastier sur le métapolitique. Nous continuerons, j'espère, bientôt avec Monette Vaquin, Sabrine Procori, Jean-Pierre Lebrun, entre autres, et dans quelques instants avec Céline Masson et Caroline Eliachev, nos invités du jour. Toutes ces fariboles grimaçantes se justifient par l'armement, s'installent par intimidation, se répandent par imitation. Des désarrois, ils sont transformés en détresse et les détresses en victimisation. Des restrictions, ils sont transformés en privations et les privations en une intolérable entame à la toute-puissance de His Majesty's Baby, nouvel étalon d'un fantasme d'une autocréation qui ne doit rien à personne qu'à elle-même. Le tout sous l'abri d'un signifiant prescriptif qui fait office de roi clandestin, émancipation.
peu polysémique, émancipation c'est la levée des mainmises, mais multi-opérationnelle, émancipation est un signifiant maître qui percute, tamponne tous les domaines de la condition humaine, sociale, politique, culturelle. Et ce, à notre époque, jusque dans les contraintes les plus irréductibles, les plus organiques de la procréation, de la sénescence, de la mort, jusqu'à la différence anatomique, hormonale, physiologique, psychique des sexes, effacée sous la gomme de la notion vague de genre. Il convient de dresser l'oreille. Il pourrait bien s'agir rien de moins que la poursuite de la liquidation des fondements du monothéisme éthique en pilier porteur avec celui de la raison athénienne, de cette Europe de la culture chérie jusqu'à l'idéalisation par Stefan Zweig. Une telle liquidation procède en s'adonnant aux technosciences du biologique et aux furies qu'elle recèle, dans une hubris du rien n'est plus impossible et donc tout est permis. Il s'agit de s'affranchir de tout ce qui fait contrainte et contrariété en principe continu et dans une confusion de tous les ordres. Une vague païenne en rebord qui n'a cessé de gonfler depuis 2 siècles procède à la mise à sac des paramétrages issus du monothéisme éthique jusque dans ce que les sciences humaines et sociales anthropocentrées ont pu lui en rendre raison. Nous en connaissons les destructions exterminatrices déjà tentées. Nous assistons, venus du fond archaïque anti-civilisé, à un similaire élan qui tente à nouveau sa chance autrement, sous faunée libertaire. Les opérations langagières, dans l'éclat de la supériorité de la rebellitude, y accompagnent ce mouvement, le précèdent, le formatent. En survol, sous réserve d'exploration ultérieure, quelques signaux d'effondrement et dessins d'un grand continuum queer en pensée amniotique. Les idéaux sacralisés de l'émancipation, brandis par une nébuleuse veubrionique, chassent le mot insu qui dessine le divisé dans le sujet humain du domaine de la cognitivité. Par contre, l'inné du positivisme vient y reprendre ses aises. Il repousse le préfixe de l'hétéro, comme l'inconvenance d'une domination supposée patriarcale, ainsi pour hétérosexualité, hétéronomie. Il en va de même pour les hétérotopies et les hétérochronies de l'inconscient et de nos paysages mentaux. Car hétéro comprend le dissemblant, le séparé, le différent, le barré. Il passe même par-dessus l'homo comme préfixe antonyme de l'hétéro pour installer en supposée supériorité un monde inscrit avec le préfixe trans, ainsi de transparence contre le clair-obscur de l'existence. Mais surtout transidentité, transsexualité, transactivisme, transphobie, avec leurs auxiliaires et appendices, transformation et transfiguration, etc. Dont transgenre devient l'opérateur académique en artifice sémantique de neutralité axiale et transition sociale, l'inscription dans la sémantique normative de la pensée d'administration. Ils projettent leur horizon dans les projets transhumanistes, les émois transespèces, et en acte déjà dans ce procédé qu'est l'aquamation funéraire, qui se propose de transformer les défunts en engrais et fertilisants par liquéfaction des corps, en argument écologique de l'abaissement de l'indice carbone et diminution des gaz à effet de serre. L'aquamation n'est pas encore estampillée du label trans, mais on y est. Il n'y a peut-être que le trans de transcendance qui y perd son attrait. Avec genre d'abord, en effacement du sexuel, avec parents 1 et 2, en effacement de père et mère, et transgenre, en icône du moment, c'est tout un appareillage de lisibilité du monde et d'inscription de la possibilité d'être dans le monde qui se déplace, pas précisément pour un mieux. Il multiplie ses déclinaisons chosifiantes. Demandant il y a quelques années dans une réunion de mon labo au CNRS à des représentants invités des associations de parents gays et lesbiennes, militant à l'époque pour l'établissement du PACS, ça paraît déjà des siècles passés, demandant comment ils nommeraient les parents géniteurs, puisqu'il faudrait encore un homme et une femme pour engendrer un enfant, la réponse fusa, les fabricants. Aujourd'hui, dans cette galaxie sémantique, les femmes n'existent plus, ce sont des personnes avec des menstrues ou autres définitions tout à fait délicates, piochées comme beaucoup des exemples cités dans ma lecture du livre très documenté de Céline Masson et Caroline Eliachev, des personnes avec des trous devant, joli. Quant aux enfants qui font l'objet de l'attention alertée de nos 2 auteurs, les voici pris dans le viseur des sectateurs du trans, dédouanés de leur pouvoir d'emprise mutilante sous le bouclier du signifiant maître d'une émancipation auto-créative en aura.
Un novlangue instrumental, chosifiant sans métaphore, advient, qui s'installe tout à fait dans la fonction que lui attribuait Orwell, empêcher de penser. Le but du novlangue était non seulement de fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales des défauts de langue socle, ami de rendre impossible tout autre mode de pensée, il était entendu que lorsque le novlangue serait une fois pour toutes adopté et que l'ancilangue serait oublié, une idée hérétique, c'est-à-dire une idée s'écartant des principes de langue socle, serait littéralement impensable, du moins dans la mesure où la pensée dépend des mots. J'ai cité 1984 et c'est avec grand plaisir que j'ai retrouvé la même évocation dans le livre de Céline et de Caroline. En attendant ce moment, si besoin en supplétif, toujours quelques sections d'assaut resteront mobilisées pour faire taire les récalcitrants. Un homme aujourd'hui disparu, inspirant à tous ceux qui l'ont approché une grande considération, Marcel Tchermak, psychiatre et psychanalyste, annonçait il y a quelques décades en remontée du terrain ce qu'il appelait une psychose sociale. Notre ami François Rastier y décèle encore la réapparition des échafaudages de ce que fut la gnose. Je pense qu'il tape lui aussi juste. Nous sommes en tout cas au-delà d'un seul effet de mode dont l'économie de propagation fut si bien décrite par Georges Simmel dans La tragédie de la culture. Alors que se passe-t-il? L'affaire est sérieuse, dramatique pour nombre de vies qui s'y gâchent, inquiétant pour tous ceux qui ont l'intuition d'une lutte en cours sous mille habits entre l'éthique de vie et la jouissance de mort comme seul conflit de civilisation qui traverse les civilisations. Freud, dans Inhibition, symptômes, angoisse, posait que si nous ne pouvons voir clair, du moins voulons-nous voir clairement les obscurités. C'est le motif de notre invitation à Céline Masson et Caroline Eliachev et nous les remercions vivement de l'avoir accepté. Nos deux invités, psychanalystes toutes les deux, vont depuis leur clinique, leur expérience d'écoute et leur éthique de vie bonne nous dresser les linéaments et les attendus de ce qui se joue autour de ce qu'elles ont nommé avec un sens profond de l'exactitude la fabrique des enfants transgenres et qu'elles ont mis par écrit dans un ouvrage dont à la lecture on est frappé par une pertinence de l'argumentation, une justesse des mots qui pourrait faire école pour dire le juste. Caroline Eliachev est pédopsychiatre et psychanalyste. Elle a dirigé jusqu'en 2012 le CMP d'Issy-les-Moulineaux. Elle a travaillé pendant 15 ans en pédiatrie à l'hôpital des enfants malades. Lors du décès de Françoise Dolto, elle a continué la consultation psychanalytique avec les tout-petits placés à la pouponnière d'Antony pendant 12 ans. De tous ses travaux et expériences, elle a conçu de très nombreux ouvrages. Céline Masson est psychanalyste, professeure des universités, membre du Centre d'histoire des sociétés, des sciences et des conflits à l'Université Jules Verne de Picardie. Elle est encore la directrice du réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, le RRA. Elle co-dirige avec Isabelle de Meckenem la collection Questions sensibles chez Hermann, dans laquelle ont publié plusieurs de nos invités antérieurs et postérieurs, ultérieurs. Elle est également l'auteur de nombreux documentaires et d'une vingtaine d'ouvrages. Ensemble, avec Caroline Eliachev et avec Anne Cagnet, Céline Masson co-dirige l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent, dit La Petite Sirène, Institut contemporain de l'enfance. Caroline Eliachev et Céline Masson ont fait paraître en février de cette année La fabrique de l'enfant transgenre aux éditions de l'Observatoire, dont vous avez bien compris, je vous recommande pleinement la lecture. Je leur laisse la parole. Céline, tu commences peut-être. Oui, merci beaucoup Gérard pour cette magnifique liminaire, comme à ton habitude. Je vais partager l'écran en mettant quelques diapos au début. Ensuite, je retirerai voilà. Ensuite, je retirerai les images pour laisser nos visages. Et voilà, c'est juste pour l'introduction. Et vous donner un peu comme ça quelques éléments et notamment le plan de cette conférence. Nous alternerons avec Caroline Eliachev voilà, nos interventions
Voilà, donc pourquoi ce livre, La fabrique de l'enfant transgenre? Alors, j'aimerais quand même resituer effectivement les choses et comment finalement on peut parler d'alerte, hein, et de symptômes. Voilà. Et, puisque c'est vrai que depuis quelques années, j'analyse, je décrypte avec d'autres les symptômes de notre temps présent, et notamment l'antisémitisme qu'on a appelé l'antisémitisme socialisé. Et c'est vrai qu'en 2014, voilà, j'ai aussi été alertée euh, par un symptôme qui a été cette affaire de La Rochelle, dont je ne parlerai pas, mais quand même pour dire que ce sont ces symptômes qui à chaque fois m'interrogent, m'alertent et que je tente d'analyser, qui sont quand même, qui signalent quand même une profonde, il me semble, crise de notre société. Donc ce phénomène transgenre m'a alerté par le biais d'un film, en fait. C'est un film, Petite fille, qui nous a alerté quelques-uns, ce film de Sébastien Lipchitz. Alors, je dois dire tout d'abord que on est accusé de tous les maux, hein. C'est un sujet là sensible. Vous voyez, même pour cette conférence, on n'est jamais tout tranquille de parler de cette question du phénomène transgenre. Ce n'est évidemment pas les personnes transgenres qui ont tout à fait le droit de vivre et de ne pas être discriminées. Je crois qu'il faut chaque fois le répéter et distinguer effectivement notre interrogation sur des idéologies qui ont des conséquences, notamment là sur le corps et le psychisme des enfants, à le distinguer des personnes transgenres qui doivent vivre le mieux possible sans être discriminées. Voilà, à chaque fois, effectivement, il faut le repréciser. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Un article vient de sortir de David Bell qui met, voilà, dans son propos liminaire, qui indique aussi qu'il faut distinguer, mais on n'est pas à l'abri à chaque fois d'être accusé de transphobie, d'autres anathèmes qui, effectivement, surgissent dès qu'on évoque cette question du transgenrisme. Alors, ce film Petite fille donc, a été diffusé sur Arte en décembre 2020 et a révélé donc au public la dysphorie de genre chez les enfants et a révélé au grand public, mais à nous-mêmes aussi. On avait tous reçu quelques cas d'enfants ou d'adolescents dits dysphoriques. Moi-même, j'en avais eu quelques mois avant le film Petite fille, mais sans prendre la mesure de ce qui se passait. Et effectivement, puisque c'est quand même par le biais de ce documentaire et d'autres documentaires à la suite, d'autres documentaires par les médias notamment, que ce phénomène quand même s'est largement diffusé, alors qu'il faut quand même le dire, ça concerne extrêmement peu de monde. Et les personnes transgenres sont très, très minoritaires en France. C'est quelques poignées, il y a très peu de personnes transgenres. Mais c'est le phénomène quand même qui nous interroge aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Pourquoi ce film nous a alertés? C'est qu'on entend effectivement une pédopsychiatre dans ce film poser le diagnostic à la mère du petit Sacha, qui dit, la mère pose une question, interroge et dit mais j'ai toujours voulu une fille. Donc Sacha est un petit garçon de 8 ans et la mère dit mais peut-être c'est vrai que j'ai toujours voulu une fille. Et alors la pédopsychiatre lui répond mais ça n'a rien à voir. En fait, votre garçon souffre de dysphorie de genre. Ne cherchez pas finalement à savoir si c'est votre désir ou pas d'avoir une fille. C'est pas ça qui entre en jeu. Je dis bien que c'est les propos de la pédopsychiatre tels qu'ils ont été rapportés par le réalisateur, puisqu'un film, c'est toujours un montage. Donc, c'est comme ça que ça nous est présenté, quand même à un large public, c'est que finalement, le problème, ça n'est absolument pas la question de la mère, c'est l'affirmation de la pédopsychiatre. Il souffre de dysphorie de genre et il va donc, elle lui explique la transition donc, éventuelle de Sacha qu'il pourra faire vers une transition sociale et une transition médicale avec bloqueur de puberté, etc. Donc, c'est quand même ça qui a frappé
pas uniquement, pas mal de gens finalement, qui ont été sans voix. Et les propos qui nous ont été tenus après, quelques mois après, ça nous a sidérés. On est resté consterné sans voix par rapport à ce film. On n'a pas su quoi en faire. Et c'est vrai que ce qui a délié les langues, je dois dire, c'est quand même notre tribune. On publie notre tribune début janvier 2021. Et c'est là qu'on a commencé à recevoir beaucoup de messages de gens qui sont consternés comme nous, mais qui n'ont pas toujours osé le dire et sont restés un peu sidérés, parce que je crois qu'il faut mettre le mot sidérés par ce documentaire et ce qu'il véhiculait. Donc, cette tribune a permis, et c'est comme ça qu'on s'est constitué en collectif en janvier 2021, autour d'un texte, donc autour d'un texte rédigé à plusieurs, et ensuite, effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup de psychanalystes, notamment de médecins, de psychanalystes, de juristes qui viennent vers nous a convaincus qu'il fallait créer un observatoire. Donc, on a créé l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent. Alors, c'est intéressant parce que ce réalisateur, Sébastien Lipchitz, avait réalisé un autre film sur aussi, donc il en est sensible. J'ai oublié le nom du film. Il y a une. Elle parle d'un film, là, un petit garçon. Ouais, merci. Il est donc sensibilisé à la cause, pourquoi pas, et il avait fait un portrait en 2013 de Bambi, donc ce transsexuel française qui est né garçon dans les années 30. Et Bambi est le nom de scène de Marie-Pierre Pruvot, une femme trans française et qui s'appelait Jean-Pierre Pruvot, qui était né en 1935. Alors, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que Bambi, Marie-Pierre Pruvot, dit récemment dans les médias qu'en fait, elle a toujours voulu être Madame Tout-le-Monde. Elle n'a absolument pas voulu forcément qu'on médiatise son histoire, et elle a voulu être Madame Tout-le-Monde. Et dans les valeurs mutualistes là, de la MGN, elle a un entretien là, qui est paru il n'y a même pas un mois, et elle dit, mais je me demande si les demandes actuelles de transition, elle dit, est-ce que ça ne relève pas quand même d'une mode? Elle dit, mais est-ce que vraiment ces enfants, ces adolescents sont transgenres? Quand même intéressant qu'une personne trans le dise elle-même. Et elle dit, mais il faut quand même qu'ils fassent attention parce que ce n'est pas simple d'être trans. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de demandes actuelles et elle-même se pose cette question. Il faut dire quand même que on a quand même quelques personnes trans qui sont aussi avec nous, notamment je pense à Aaron Kimberley ou Scott Nugent aux États-Unis, qui nous disent, écoutez, surtout, faites attention avec les enfants parce que c'est difficile d'être trans, ça demande un traitement à vie. Il faut vraiment qu'ils mesurent ce que ça représente et être sûr qu'ils le sont. Donc, en fait, voilà, c'est pour dire qu'on travaille aussi avec des personnes trans et des féministes, notamment des femmes lesbiennes. Je ne rentre pas parce qu'il y a toute une question. Voilà, je découvrais, moi, je connaissais absolument pas le milieu LGBTQI, etc. C'est qu'effectivement, pour les femmes lesbiennes, ce n'est pas évident non plus avec les personnes trans. Donc, c'est très, très, très conflictuel, voire même violent entre eux. Ça a été rapporté par la presse, je vous passe tout ça, mais moi, j'ai découvert ça, effectivement, il y a une année. Et voilà, donc, pour vous dire que le milieu LGBT est quand même clivé, hein, tout n'est pas uniforme et que effectivement c'est très complexe aussi. Donc il faut prendre la mesure aussi de la complexité du milieu LGBT. Alors nous, encore une fois, nous ce sont vraiment les enfants et les adolescents, hein, et c'est vrai. Alors je reviens pour revenir à ce film, hein, l'histoire de Sacha. Je vais enlever le partage d'écran. Voilà, l'histoire de Sacha, donc un garçon de 8 ans qui a exprimé donc très précocement le désir de devenir une fille comme sa mère. Et alors, c'est comme intéressant parce que quand Sacha dit, que ça nous est rapporté qu'il veut devenir une fille comme sa mère, sauf que lui, il peut tout vouloir. À 8 ans, effectivement, on peut rêver d'être comme sa mère, mais est-ce que vraiment ça veut dire d'être une femme? C'est quand même ça aussi qu'on s'est dit, tiens, qu'un enfant rêve d'être comme sa mère, d'être une fille, ça ne veut pas dire vouloir être une femme, surtout à 8 ans. Donc, vous voyez, dans ce film, quand même, on prend au mot l'enfant et c'est quand même ce qui nous a frappé. Voilà pourquoi il me semble que ce film est vraiment un symptôme de quelque chose de bien plus grave que juste cet enfant qui a tout notre soutien et notre voilà qui fera sa route et c'est pas tant la famille de Sacha que
on a le plus grand respect pour cette famille et puis éventuellement la souffrance de cet enfant. C'est pas tant ça que, encore une fois, ce qui est répondu dans ce film, c'est qu'on va le prendre au mot pour qu'il devienne une femme. Et est-ce que c'est vraiment ce que dit cet enfant à 8 ans? Qu'il le devienne un jour, pourquoi pas? Il pourra un jour devenir une femme si vraiment il poursuit dans ce désir à 18, 19, 20 ans. Mais on s'est dit à 8 ans, est-ce que vraiment on doit prendre au mot cet enfant et lui faire quand même, c'est quand même des prises en charge médicales et non pas psy, c'est quand même médical, c'est-à-dire avec bloqueur de puberté, Caroline en parlera tout à l'heure. Donc, dans ce documentaire, on nous présente le rêve de Sacha qui est exaucé sans délai. Et donc, la seule réponse, c'est quand même ça qui est frappant, la seule réponse que fournissent les adultes, c'est quand même l'autodétermination. Et c'est quoi? Pour moi, et je le dis comme ça, pour moi, c'est un slogan ultralibéral, c'est-à-dire l'autodétermination de l'enfant, ça veut dire qu'il peut tout vouloir et qu'il aura tout parce que l'adulte est sommé de respecter son choix s'il l'aime et s'il le respecte. Alors ça, c'est quand même fort, c'est-à-dire qu'on entend aujourd'hui des gens dire « mais si vous aimez votre enfant », et là, ça nous a été rapporté par des parents, dans des associations trans, des mères qui disent ça, voilà, c'est que si vous aimez, vous respectez votre enfant, il faut l'accompagner vers la transition. Bon, alors ça, c'est quand même fort parce que pour moi, ça relève quand même d'idéologie radicale, c'est-à-dire ce slogan d'autodétermination. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que d'un enfant qui peut tout vouloir? Qu'un enfant peut tout vouloir, c'est une chose, mais qu'il peut tout vouloir parce que son parent qu'il aime va accéder à sa demande et va l'accompagner, ça, c'est pour nous, c'est ce qu'on dit, ça relève plutôt d'une idéologie. Donc, dans le cas de Sacha, donc c'est une fille qu'il veut devenir et les adultes s'empressent d'y répondre. C'est quand même ça qui nous est montré dans le film. Et être une fille, et là on le voit aussi, ça consiste à adopter tous les stéréotypes féminins, comme les habits, la coiffure, les postures, etc., et à en jouer sous le regard complice de la mère, bon, qui, elle, se félicite évidemment qu'il ait un prénom mixte et qu'il sera dispensé d'en changer. Ça s'appelle la transition sociale. Hein. Caroline en parlera tout à l'heure. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parce que j'ai un problème d'écran. Ouais. Mince. Attendez, je vais quand même… On voit très bien, en tout cas, et on vous entend. Oui, ok. J'ai eu un écran noir tout de suite, là. C'est pas… j'espère qu'on n'est pas… il n'y a pas un assaut de militants là, mais bon. Alors, voilà. Donc… c'est une expression donc adoptée par un certain nombre d'institutions, hein, à la fois la transition sociale, mais aussi l'autodétermination, par conformisme idéologique qui témoigne de l'essentialisation et de la réification de la notion de genre. C'est-à-dire, c'est basé sur le ressenti. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi que j'essaye de décrypter depuis quelque temps, notamment aussi puisque je m'intéresse à la question du racialisme, etc. C'est le ressenti, cette exacerbation des ressentis qui finalement sont revendiqués. C'est ce que j'ai appelé le ressentisme. Voilà, on va revendiquer effectivement là pour le transgenre, donc de changer son prénom parce qu'on le ressent, et on va changer son pronom parce qu'on le ressent, et donc pour correspondre au genre ressenti. Donc, aujourd'hui, on parle même plus de sexe, on parle de genre. Vous avez vu, et Gérard l'a dit très bien, comment on va effacer aujourd'hui le sexe pour faire prévaloir le genre. C'est quand même ça aussi, ce sont des opérations, et là les linguistes analysent ça très bien, François Rasquier évidemment et d'autres. Donc l'enfant garçon va se faire appeler elle, et ça on le voit hein, parmi tous les parents qu'on reçoit et qui viennent vers nous, c'est qu'effectivement les enfants demandent, les adolescents demandent à ce qu'on les pronomme autrement, qu'on les pronomme par un pronom de leur choix, c'est-à-dire si c'est une fille, ils vont vouloir qu'on les pronomme il, et ils vont le faire valoir à l'école, etc. Caroline en parlera aussi tout à l'heure. Donc ce film nous a amené à penser que des enfants servent d'étendard à la cause des adultes hein, pour faire valoir leur combat. Donc c'est ce à quoi on assiste en France et dans d'autres pays, hein, même si les choses sont en train de revenir, puisque vous verrez qu'il y a quand même des pays qui font retour aujourd'hui. Hein.
Donc, au nom d'une politique antidiscriminatoire, pseudo-égalitariste, et il faut le dire quand même ultra-libérale, on va faire valoir la croyance selon laquelle un adulte doit respecter l'enfant s'il l'aime en accédant à sa demande de devenir un garçon ou une fille. Pour cela, on demande aux parents d'obtempérer s'il aime son enfant et d'accompagner sa demande. Mais qui demande? Alors, il se trouve que ce sont les équipes médico-psychologiques qui, on va ajouter quand même le substantif affirmative, c'est plutôt les équipes médico-psychologiques affirmatives qui disent qu'il faut accompagner la demande et pronommer l'enfant comme il le demande. Donc, certaines équipes, effectivement, adhèrent à la croyance, à la doxa, qui fait croire qu'on serait né dans un mauvais corps et qu'on pourrait en changer. Encore une fois, là, on ne parle pas de ces personnes, mais des discours. Moi, je reviens toujours sur les discours que notre société véhicule par le biais des associations, notamment des associations transactivistes, mais aussi des associations comme le planning familial, par le biais, on en a fait une tribune, de leur lexique trans, qui est quand même consternant. Quand vous allez voir le lexique trans du planning familial, c'est complètement acquis à la cause transactiviste, mais aussi dans les écoles, dans certains journaux, des documentaires, et aussi des brochures médicales que des médecins reçoivent. Donc, ça innerve tout le corps, les organes du corps social, j'ai envie de dire. Donc, les idéologies sont les principales pourvoyeuses de discours qui deviennent de nouvelles normes et qui forment ensuite les lignes de bonnes pratiques dans les institutions médicales. Alors, ce n'est pas nouveau. Chaque période de l'histoire a eu ses croyances et ses idéologies. Il fut un temps, je reprends ça parce que ça m'a fait, Isabelle qui est là, m'a fait lire ce texte d'Henri Baruch dans les années 50 par rapport à l'antisémitisme, mais on croyait à l'époque que l'antisémitisme pouvait être une perturbation biologique hormonale et notamment une perturbation des hormones sexuelles. Donc, chaque époque, dans les milieux médicaux, psychomédicaux, ont leurs croyances. Bon, c'est ça qu'il faut quand même dire, c'est que ce n'est pas nouveau, c'est que chaque période a des nouvelles formes de croyances, il faut juste les décrypter, les analyser et de ne pas tomber dans le panneau. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place une fois qu'on a, après ce film, c'est effectivement, on a engagé un certain nombre de tribunes pour alerter les pouvoirs publics et pour défendre, notre idée évidemment, c'est défendre, protéger l'enfant, défendre son droit, non pas à l'autodétermination, mais son droit à se construire librement, hors de toute pression idéologique et hors de toute contrainte. Donc, c'est pour ça qu'on a réuni à la fois des médecins, des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, des magistrats, des juristes et créé cet observatoire. Il faut dire aussi que sont venus vers nous des parents. Ça, c'est quand même important parce que dès janvier 2021, on a eu un certain nombre de parents qui étaient très inquiets. Il faut quand même prendre en compte aussi ces parents. On nous dit qu'on n'a pas de clinique, etc. Mais on a évidemment, nous-mêmes, nous sommes des cliniciens, donc on entend des parents depuis des décennies. Et notamment, ces parents-là nous ont alertés en disant, mais enfin, un discours neutre. Alors, c'est quand même ce qui nous est dit. Enfin, des psys qui sont neutres. Je l'ai entendu plusieurs fois de parents, parce qu'on ne savait plus quoi faire. Là, on nous dit qu'il faut faire une transition, mais on s'inquiète quand même. Nos enfants vont mal, nos adolescents vont mal. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que les accompagner vers un débloqueur de puberté ou alors des hormones croisées à partir de 15-16 ans. Et donc, c'est pour dire qu'on s'est intéressé effectivement au signifiant. C'est le signifiant transgenre tel qu'il est répercuté dans notre société qui nous interroge, le signifiant et non pas les personnes. Et donc, c'est aussi ces parents qui se sont constitués finalement en collectif de parents et qui nous informent effectivement de ce qui se passe pour eux quand ils consultent dans les équipes médico-psy. Donc, eux-mêmes se mobilisent aujourd'hui et alertent les pouvoirs publics, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, comme nous l'avons fait, le Conseil de l'Ordre des médecins et les médecins eux-mêmes. Donc, il faut aussi dire, et ça c'est important, que des détransitionneurs, aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui vont revenir, il y a les désisteurs, ce sont ceux qui ont fait une transition sociale et qui reviennent à leur pronom et prénom de naissance, et ce sont des désisteurs, et les détransitionneurs, ce sont ceux qui ont pris des hormones, qui ont fait donc une transition médicale et qui à 22, même avant, 19, 20, 22, 23 ans,
milite aujourd'hui pour mieux informer les jeunes avant de faire une transition. Ils commencent, on a les frémissements aujourd'hui de ce mouvement des détransitionneurs. C'est très fragile parce qu'ils ont très peur. Hein, ils ont très peur de sortir du milieu trans et de témoigner de ce qui s'est passé. Donc, ils sont encore très, très prudents hein, quand ils s'expriment. Ils ne s'expriment pas encore publiquement. Voilà. Donc, l'objectif de notre observatoire, c'est de mener campagne pour faire interdire les interventions médicales et chirurgicales sur les corps des enfants et des adolescents, qui parfois, ce sont des adolescents qui vont très mal, mais non pas en raison d'une prétendue dysphorie de genre, mais plutôt en raison de ce que notre collègue avec qui nous travaillons de très près à l'Observatoire, Nicolas Théa, gynécologue endocrinologue, qui parle de dysphorie pubertaire, ce dont Caroline vous parlera tout à l'heure. Voilà, donc cette demande s'inscrit pour des jeunes adolescents, notamment dans des difficultés à investir le féminin à la puberté, du fait de cette métamorphose pubertaire qui est difficile pour eux, elle en parlera tout à l'heure. Donc, notre idée, c'est notre slogan, si on en a un nous, c'est ne pas nuire aux enfants, hein, ne pas nuire aux enfants qui relèverait, hein, c'est vraiment pour nous notre interdit fondamental, c'est pas avant 18 ans, n'intervenons pas sur le corps des enfants par des interventions médicales avant 18 ans, parce qu'en France, c'est autorisé, on peut faire des mastectomies, il y a des jeunes qui ont été opérés à 14, 15, 16 ans, c'est extrêmement rare, évidemment, mais c'est comme dit Caroline, c'est toujours un de trop, surtout quand c'est des jeunes qui n'ont pas encore cheminé suffisamment pour savoir si vraiment ils vont le vouloir, pourquoi pas, un jour ils le voudront peut-être et qu'ils aillent vers ça, pourquoi pas majeur, quand ils seront plutôt adultes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adulte? Ça, c'est encore, je ne vais pas rentrer dans parce qu'évidemment qu'il y a des jeunes majeurs qui sont encore très, très jeunes, et que peut-être c'est encore trop tôt, mais ça, on n'entre pas là aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, je citerai simplement Marcel Gaucher, et avant de passer la parole à Caroline, qui dit « Désormais, il est permis de dire que les adultes se voient au travers des enfants, ils se projettent en eux en fonction de leurs différences reconnues et même soulignées, exaltées, mais lu selon un prisme qui ne fait pas nécessairement droit pour autant à la vérité de cette différence. » Donc, comme dit Marcel Gaucher, l'enfant du désir, et moi j'ajoute, l'enfant du désir des idéologues est un enfant falsifié dont on confisque l'enfance au nom d'un libéralisme effréné et d'une autodétermination fictive qui n'est que le fantasme de l'adulte. Je reprendrai donc tout à l'heure sur l'utopie de genre et je laisse la parole à ma coéquipière, donc à Caroline Eliacher. Voilà, je mets mon micro, merci beaucoup. Céline a commencé par dire d'où elle vient et pourquoi elle s'était intéressée à ce sujet. Et effectivement, j'ai réalisé, en m'y intéressant également, que dès 2007, j'avais écrit avec Daniel Soulez-Larivière un livre intitulé « Le temps des victimes », qui explorait ce courant victimaire qui se nourrit de l'idéal égalitaire et de l'individualisme démocratique. Et en fait, ce livre a été réédité en poche l'année dernière, je crois, et donc j'ai eu l'occasion de me repencher sur le sujet pour voir comment il avait pu évoluer. Et effectivement, à l'époque, nous n'avions pas anticipé la mondialisation de la victimisation, en particulier autour du sexe, du genre, de la race et du colonialisme. Et surtout, on a vu cette revendication victimaire se muer en haine. On a vu également que ce que nous avions pointé et que nous appelions la concurrence des victimes, faire place à une forme de convergence des victimes par le moyen que sont le renversement des responsabilités et le terrorisme intellectuel, mais aussi par le but qui est de transformer la société pour adopter un système de valeurs prôné par leurs revendications, et nous trouvions que c'était une révolution plus qu'une évolution victimaire. Et puis, par ailleurs, j'ai écrit un autre livre en 2013 intitulé « Comment le voile est tombé sur la crèche ». Alors, il s'agissait de l'affaire Babylou, que je ne vais pas rappeler, mais juste pour ceux qui s'en souviennent, c'était un conflit opposant la direction de cette crèche laïque
à une salariée qui a enfreint le règlement en voulant venir travailler à l'intérieur de la crèche voilée. Je dis bien à l'intérieur de la crèche, puisque sur la voie publique, elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Et ça a été l'occasion pour moi de saisir l'emprise insidieuse du fondamentalisme au sein d'une crèche et surtout ses conséquences sur les enfants très petits, donc des enfants de 0 à 3 ans. Et effectivement, le point commun que je vois entre le fondamentalisme islamiste et l'idéologie des activistes trans d'aujourd'hui, c'est de faire des enfants le porte-parole de leur cause. On l'a vu avec le film Petite fille et évidemment, on l'a vu dans tous ces sujets que j'ai évoqués. Et donc, pour revenir plus précisément à notre sujet, Céline, si tu peux montrer une diapo, c'est pour vous faire saisir de quoi on parle. On dit qu'il y a une augmentation exponentielle. Vous allez voir si Céline arrive à le mettre. Effectivement, une courbe exponentielle. Voilà, cette diapo montre. Voilà, c'était juste avant. Voilà. Donc, vous voyez une courbe exponentielle, elle monte, mais comme vous voyez qu'elle part de très bas, même quand elle monte de façon exponentielle, on n'arrive quand même pas très haut. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que l'on voit, c'est l'inversion du ratio, c'est-à-dire que le nombre de filles est bien supérieur au nombre de garçons. Ça, c'est la deuxième chose qu'on voit. Et quels que soient les diapos qu'on vous montre, ces diapos viennent de différents pays. C'est juste pour vous montrer que quel que soit le pays, l'augmentation est exponentielle d'une part, et d'autre part, ce sont principalement des filles. Ce qui tend à montrer que, évidemment, ce n'est pas la même population qu'auparavant. Quand en 2000, il y a très très peu de cas, et quand en 2019, il y en a beaucoup, la différence, c'est que, un, ce sont des filles, et que deux, ce sont des jeunes. Ce qui n'était pas exactement le cas auparavant. Mais on voit aussi que, comme je vous l'ai dit, comme on part de très bas, même si on arrive très haut, c'est quand même pas très très haut, et qu'en revanche, l'exposition médiatique est également exponentielle et elle est sans commune mesure avec le nombre de jeunes qui se déclarent trans. Je vais vous dire rapidement, on peut arrêter. Donc, vous voyez, quels que soient les pays, hein, que ce soit les États-Unis, l'Australie ou l'Angleterre, cette courbe est exponentielle. Donc, ça, c'est une réalité. On part de très bas, ça monte, mais comme on part de très bas, on n'arrive pas quand même très, très haut. Alors, assez rapidement, comment se passe la transition ? La transition, elle est d'abord sociale. Le jeune commence à avertir sa famille, il fait ce qu'on appelle son coming out, donc il dit à ses parents « je suis trans », il change de façon de s'habiller, la coupe de cheveux, il change son apparence extérieure. Ensuite, il demande à l'école de suivre, si je puis dire, c'est-à-dire d'accepter le changement de prénom, les habits différents, etc. etc. Par la loi, l'école républicaine pourrait parfaitement résister. C'est ce que nous avons montré dans notre livre. En réalité, avec la circulaire Blanquer, qui est une circulaire, qui n'est donc pas une loi, l'école est plutôt engagée, et même tout à fait engagée, à accepter le changement de prénom, le changement d'habit, évidemment, voilà, à accepter cette transition sociale avec une petite réserve qui n'existe pas dans tous les pays, qui est le fait qu'ils doivent avoir l'autorisation des parents. Et les parents sont largement engagés à soutenir cette transition sociale. Pourquoi est-ce que c'est grave, on va dire ? Parce qu'on pourrait dire, après tout, une transition sociale, on peut toujours revenir en arrière. Bien sûr, on peut toujours revenir en arrière. Mais ce que l'on voit, c'est qu'une transition sociale totalement acceptée, je dis bien totalement acceptée par les parents et par l'institution scolaire, c'est-à-dire sans prendre en compte
tout ce qui pourrait relever de l'ambivalence. Et les signes d'ambivalence sont évidemment présents chez tout le monde et pourquoi pas chez ces adolescents. Donc on confirme ce qu'ils disent, entraîne inévitablement vers le traitement médical. Qu'est-ce que c'est que ce traitement médical? Selon l'âge, les bloqueurs de puberté et ensuite les hormones antagonistes. Alors sur les bloqueurs de puberté, alors il y a aussi une ambiguïté parce que les médecins disent, c'est réversible, et 2, ce n'est pas avant la puberté. Ben si, c'est justement, c'est avant la puberté, puisqu'il s'agit de bloquer la puberté. Est-ce réversible? Oui et non. C'est-à-dire, oui, c'est réversible au sens où les caractères sexuels secondaires vont effectivement apparaître quand, après 1 ou 2 ans de traitement, on a bloqué la puberté. Mais qu'est-ce que c'est que ces 1 ou 2 ans pendant lesquels on bloque la puberté? On n'a aucune étude là-dessus, sur ce que ça signifie sur le plan psychique de bloquer la puberté d'un jeune, alors que tous les jeunes autour de lui, justement, ne seront pas bloqués. Et donc, on ne peut pas affirmer, comme on le fait aujourd'hui, que les bloqueurs de puberté, finalement, ce n'est pas si grave, puisque ça serait réversible. Alors, d'une part, ce n'est pas aussi réversible qu'on le dit, et d'autre part, ça conduit directement à la prescription d'hormones antagonistes. Pourquoi? Parce que pendant toute cette période, un jeune est confirmé par ses parents et par la société et par les médecins qu'il est bien du sexe qu'il désire, auquel il aspire. Et donc, ça le met dans une situation où ça devient extrêmement difficile pour lui, éventuellement, de revenir sur cette décision. Ensuite, on passe donc aux traitements hormonaux, hormones antagonistes, sachant que ces hormones sont prescrites hors autorisation de mise sur le marché. Il n'y a pas d'autorisation pour prescrire de la testostérone aux filles, et il n'y a pas d'autorisation pour prescrire des œstrogènes et de la progestérone aux garçons. Et donc là, on entre dans le processus suivant, encore une fois avec des jeunes mineurs, et ces traitements sont donc des traitements à vie, et donc on va faire d'un jeune parfaitement sain un patient à vie, hein, c'est pas, on le fait pendant quelques années, ensuite on arrête, c'est un traitement à vie avec des effets secondaires souvent extrêmement graves, et surtout on passe à quelque chose qui est irréversible, c'est-à-dire une fois qu'une fille a pris de la testostérone, même si elle détransitionne, comme on dit, même si elle souhaite revenir à l'état de fille alors qu'elle est devenue garçon, eh bien, par exemple, sa voix aura mué et elle ne pourra pas revenir en arrière. Évidemment, dans les 2 cas, stérilité. Ensuite, la chirurgie dite, alors là aussi il y a tout un vocabulaire, hein, la chirurgie dite de réassignation de sexe est un mensonge. On ne réassigne pas le sexe. Ces interventions chirurgicales sont des mutilations sexuelles. Il s'agit d'ôter les seins ou les testicules à des garçons, à des filles ou à des garçons. Et ce sont des mutilations sexuelles au sens où il s'agit d'organes qui sont dévolus au plaisir et à la reproduction. Voilà, alors on peut s'interroger sur comment le consentement des uns et des autres, c'est-à-dire des parents et des enfants, est obtenu. On ne le sait pas très bien d'ailleurs. Il faut quand même savoir que tous ne vont pas à la chirurgie. L'autorisation des parents est requise, et comme l'a dit Céline, les mastectomies, par exemple, chez les filles, existent, elles ne sont pas fréquentes, elles se font soit à l'hôpital public, soit dans des cliniques privées, et la plus jeune dont nous ayons eu connaissance avait quand même 14 ans. Il faut savoir qu'aux États-Unis, où c'est beaucoup plus libre, on va dire, qu'en France, la femme qui a ouvert le premier centre et le centre le plus réputé pour les trans demande que ces opérations, les mastectomies, soient autorisées pour des filles de 8 ans.
J'étais un peu surprise parce que je n'ai pas vu beaucoup de filles de 8 ans qui commençaient à avoir de la poitrine. Donc, commencer une mastectomie quand on n'a pas encore de sein, j'ai pas très bien saisi j'ai pas très bien saisi à quoi se rapportait exactement cette demande. Alors, pourquoi est-ce que nous disons que toute intervention médicale ou chirurgicale qui est donc irréversible sur le corps des enfants et des adolescents devrait être, on va dire, sinon interdite, du moins beaucoup mieux régulée? Eh bien, parce qu'on sait maintenant que 70% de ces jeunes présentent, lorsqu'ils se déclarent trans, des problèmes psychologiques ou psychiatriques antérieurs et souvent extrêmement graves. De quoi s'agit-il? Il s'agit de dépression, souvent très ancienne, de troubles de type autistique, ce qui n'est quand même pas rien, de familles extrêmement dysfonctionnelles, de filles qui ont éventuellement subi des agressions sexuelles. Donc, il s'agit de jeunes qui présentaient auparavant des problèmes qui sont tout à fait à prendre en charge, mais sur lesquels ils vont plaquer cet autodiagnostic, et Céline Masson vous dira comment tout à l'heure, ils vont s'autodiagnostiquer trans, et du coup on ne prendra en compte que cet autodiagnostic sans tenir tellement compte de ce qui précédait. Alors il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun examen qui permettrait de prévoir qui persistera à l'âge adulte dans sa transition et qui ne persistera pas. En revanche, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que sans intervention médicale, avec une prise en charge psychologique et un attentisme prudent, on sait aujourd'hui que 68 à 90% changeront d'avis et donc ne persisteront pas à long terme. Et donc, évidemment, ceux qui persisteront, qui seront toujours l'infime minorité qu'on voyait il y a quelques années, peut-être que ceux-là souffriront effectivement que l'on ne les traite pas immédiatement, mais on peut se demander quand même s'il ne faut pas tenir compte de la très très grande majorité qui, eux, ne persisteront pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais repasser la parole à Céline, qui va enchaîner sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Céline, à toi. Alors, oui, je reviens un peu au contexte aussi dans lequel prend ancrage une telle idéologie, en tout cas, et c'est-à-dire comment en sommes-nous arrivés là? C'est pour ça que je souhaiterais aborder là cette question de l'utopie de genre. Alors bon, je vous m'aiderai peut-être à... Et puis c'est en cours de réflexion aussi. La question effectivement de l'emprise sectaire, je vais en parler, des réseaux sociaux qui contribuent effectivement à cette idée d'utopie. Voilà, c'est vraiment un work in progress. Donc voilà, je suis vraiment en train de développer cette idée. Donc l'enfant, il me semble, dans ce contexte-là, effectivement, serait une utopie. D'où la formation de l'expression donc utopie de genre, ou comment finalement l'enfant transgenre devient en quelque sorte une fiction et un idéal dans la société des individus, pour reprendre Gaucher qui est l'expression de Norbert Elias, la société des individus. Voilà. Donc, alors dans quel contexte socio-politique notamment se produit cette utopie de genre? Une utopie trouve particulièrement un écho dans une société qui se montre souvent défiante à l'égard du politique, une société qui vit notamment une véritable crise, c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui, une crise de ses institutions, bon, on le voit avec les élections là, où les repères en quelque sorte sont bouleversés. Alors, il faut quand même entendre aussi cette collusion entre les militances. Ce n'est pas pour rien que je me suis intéressée à ce phénomène, bien que je sois psy et que ça concerne les adolescents et que je ne peux que m'y intéresser, mais en même temps, je m'intéresse aussi à d'autres idéologies, comme
le racialisme, le décolonialisme, etc. Donc, c'est quand même, on peut pas ne pas citer ces autres formes d'idéologie, la collusion entre ces idéologies et ces formes de militance. Hein. Donc, on observe une vague identitaire actuellement hein, dans nos sociétés occidentales qui est en effet, effectivement, c'est ce que d'autres analystes peuvent dire, hein, de l'effet de la mondialisation, de l'uniformisation normative, du consumérisme, etc. Et aussi de la résurgence d'un positivo-économisme. C'est des choses qu'on a pu aussi développer dans un autre livre auquel Gérard a participé, Isabelle de Mecnem, hein, sur la crise de l'avenir d'une désillusion et on l'a décliné en crise, hein, crise des identités, crise du politique, etc. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire aussi. Hein. Donc cette résurgence d'un positive économie, bon, la question de l'anomie que Gérard développe aussi dans son livre de l'avenir d'une désillusion, c'est-à-dire la non-reconnaissance des règles qui régissent la vie sociale, l'individualisme, on a vu aussi là les hashtags moi, mon corps, MeToo, etc. Hein, évidemment que ça peut être important parce que ça permet de lutter contre, il y a des luttes importantes contre le sexisme, etc. Mais on a vu quand même les dérives aussi de ces combats et aussi la désubjectivation notamment par les réseaux sociaux, quelque chose d'important. Donc cette anomie qui, on peut dire, désarime le sujet du collectif et exacerbe des revendications qui sont nommées sur ce que j'ai appelé tout à l'heure le ressentisme. Je ressens, donc je revendique, hein, qui produit, alors paradoxalement, une ou hyper-subjectivation. Hein, et là, effectivement, on peut renvoyer au livre d'Isabelle de Mecnem comme de Gérard, crise de l'autorité, de la vérité. Voilà. Alors, l'augmentation donc exponentielle, quand on dit, Caroline vous l'a bien dit, c'est-à-dire exponentielle en même temps, c'est pas non plus tous les adolescents ne sont pas trans. Hein. On a l'impression, parce qu'on en parle tellement qu'on a l'impression que finalement tous les adolescents on retrouve des trans dans toutes les écoles, toutes les classes. Non, c'est un phénomène quand même qui reste limité, même si qui a beaucoup quand même augmenté. Alors c'est pas tant, il faut quand même dire que la crise Covid a aggravé aussi. Et là, ce matin, je lisais je sais pas si c'est Libé ou Le Point, l'augmentation aussi des suicides chez les adolescents, une augmentation pendant la période Covid, et notamment, alors comme par hasard chez les filles, hein, une augmentation importante. Et c'est pas parce qu'elles sont trans. Hein, c'est parce qu'il y a une augmentation aussi de la souffrance chez ces adolescents et chez les jeunes, et nous on l'a tous constaté en tant que psychologue et psychiatre pendant la période Covid. Donc cette augmentation du nombre des mineurs qui se revendiquent trans, qui souhaitent changer de sexe, effectivement trouve quand même un écho sur les réseaux sociaux. Hein, c'est quand même les réseaux sociaux avec toute cette libéralisation de la parole, de l'auto-entreprise de soi-même, de la promotion du soi, d'un soi fluide, autodéterminé, libre de toute contrainte, hein, mais aussi une économie de profit, la marchandisation, etc. Et c'est quand même les réseaux sociaux qui véhiculent tout ça, en partie, pas véhiculent sûrement de choses aussi tout à fait intéressantes pour ces jeunes, mais il faut quand même le dire que ces jeunes ont été quand même très branchés sur les réseaux sociaux pendant la période Covid, et ça c'est les parents qui nous en informent, c'est qu'ils ont pas osé, les parents, limiter pendant les confinements, n'ont pas limité les écrans parce que les gamins étaient déjà confinés, etc. Donc, c'est vrai qu'on voit quand même l'augmentation aussi, en tout cas ce phénomène qui se révèle comme par hasard de ces 2 dernières années, hein, où il y a vraiment une augmentation. Voilà, donc je vais passer sur ça. Donc, on peut dire, c'est un temps de radicalité politique, hein, d'engouement pour l'irrationnel, avec le complotisme aussi qui a quand même fabuleusement augmenté et s'est déployé pendant cette période aussi de confinement avec le Covid. Bon, et s'inscrit donc aussi dans cette crise ce phénomène du transgenrisme radical, hein, je précise, c'est cette radicalité du phénomène transgenre, hein, qui se prétend d'ailleurs un féminisme éclairé et qui est en fait une nouvelle forme de croyance qui, d'une certaine manière, avance masquée au nom des droits de l'homme. On ne dit plus les droits de l'homme, d'ailleurs, on dirait les droits de l'humain, hein, de l'égalité et du progrès. Donc,
un peu ce qu'on développe là actuellement, c'est que ce serait une nouvelle forme de croyance. D'ailleurs, je crois que François Rastier le développe bien dans son article aussi, hein. Je ne sais plus comment il a appelé son article, mais une croyance qui fait entendre que finalement le sexe serait assigné à la naissance, hein, c'est ça la croyance, au détriment donc de la réalité, du réel biologique, c'est-à-dire de la différence anatomique des sexes, c'est-à-dire qu'un sexe est constaté à la naissance, il n'est pas un sexe n'est pas assigné, le sexe est constaté. Je suis encore obligée d'expliquer ça à des étudiants qui me disent « mais madame, on n'est pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord ». Alors j'ai accordé qu'ils mettent ça entre guillemets et qu'ils expliquent qu'effectivement aujourd'hui il y a deux tendances. Vous voyez où on en est, c'est-à-dire qu'il y a une tendance, donc assigné à la naissance, bon, effectivement des collègues à l'université le mettent, donc je suis bien à mal de dire à mon étudiant de ne pas l'utiliser, mais je demande simplement de mettre des guillemets en disant qu'aujourd'hui il y a quand même, parce que les clivages, ce n'est pas nous qui clivons, parce qu'on nous dit vous clivez, non, c'est que la radicalité, toutes les radicalités clivent. Donc, le phénomène est radical, donc ça clive. Donc, on est du côté, je pense, de ceux qui tentent de faire entendre quand même du bon sens, c'est-à-dire qu'un sexe est effectivement constaté à la naissance, mais aujourd'hui, on est obligé de mettre des guillemets parce qu'effectivement, à l'université aussi, on va dire que des militantismes aussi sont présents, ce que mes collègues appellent les académos militants, Nathalie Yannick ou Pierre-André Taguieff, hein, des académos militants, effectivement, voilà, donc on doit mettre des guillemets aujourd'hui à ce phénomène qui pour moi est un phénomène militant, donc mais voilà, quand même, donc il faut que, je crois qu'il faut effectivement analyser les choses de manière tout à fait avec un peu de distance affective, hein, je crois que c'est important, c'est ce qu'on peut conseiller à nos étudiants, mais quand même, il faut quand même en venir à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, et là moi je pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette contestation du réel biologique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça serait aujourd'hui qu'un épiphénomène dont on pourrait se passer au profit de singularités que choisiraient les gens en fonction de leur ressenti, etc. Voilà, bon, on en est quand même là. Hein. Alors, donc l'utopie, pourquoi l'utopie? L'utopie, donc comme vous savez, voilà, c'était un mot qui a Utopia, c'est Thomas More hein, qui l'a inventé en 1515, hein, qui désignait une société imaginaire idéale. Je trouvais que c'était bien parce qu'utopie de genre, c'est pas clivant, c'est juste faire entendre qu'on est du côté effectivement d'un monde inventé et dans lequel se précipitent des adolescents en souffrance, parce que ce sont des adolescents qui cherchent des réponses notamment qui en trouvent sur les réseaux sociaux, ou voire même dans certaines consultations, qui peuvent trouver des réponses, en tout cas qui viennent avec leurs réponses. D'ailleurs, non, ils viennent avec, comme je vous l'ai dit, ils viennent avec leur diagnostic et ils viennent dire aux médecins ou aux psy, écoutez, moi je suis dysphorique, je suis transgenre, donc faites en sorte que je puisse devenir un garçon si je suis une fille. Et donc voilà, c'est une affirmation, ça n'est pas. Donc il y a des collègues qui accompagnent la demande. Donc, idéologie qui relève d'une approche, il me semble, totalisante et complètement anhistorique et déréalisante, qui fige d'une certaine manière son credo dans un temps mythifié auquel chaque croyant est promis s'il adhère au groupe. Alors, voilà, donc la notion de groupe serait peut-être à discuter parce que là, le groupe, c'est aussi assez protéiforme comme idée puisque c'est effectivement souvent le groupe sur les réseaux sociaux. On trouve effectivement des groupes de pairs par les likes, etc. Hein, quand on adhère sur les réseaux à des groupes, en tout cas, voilà, donc, je vais en venir justement, je vais sauter une partie pour aller un peu plus vite et en venir quand même à notre idée de l'emprise sectaire. Alors, quels sont les 12 points dont on parle dans notre livre, des 12 points qui accréditent la thèse finalement de l'emprise. Au début, on disait emprise idéologique, après, on avait dit emprise sectaire, et puis, bon, c'était un peu fort il y a un an, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde utilise maintenant emprise sectaire de type sectaire, parce que je vais vous donner les différents points qui, quand même, font entendre qu'on est vraiment dans quelque chose qui rappelle les sectes, voire on a parlé de radicalité. Hein, il y a des collègues aussi qui arrivent à donner des ressemblances avec quand même des radicalisations. Dans les années 2014, on a les mêmes processus quand même que des radicalisations où des adolescents s'embarquaient dans d'autres formes de radicalisation que je nomme pas aujourd'hui, mais
qu'il faut entendre. Voilà. Et c'est vrai que c'est souvent par le biais des réseaux sociaux, puisque comme vous savez, il y a un nombre important. Il y avait une enquête qui a été faite à l'université sur les jeunes adultes 18-25 ans et ils consomment beaucoup de réseaux sociaux, de médias sociaux. Et le premier, je crois que c'était YouTube, TikTok et YouTube. Donc, ils se nourrissent véritablement, ils cherchent des informations et souvent des réponses sur ces médias. Alors, les 12 points qui accréditent la thèse de l'emprise, je vais vous les donner. Donc, le premier point, ça vous encouragera peut-être à nous lire aussi, c'est ce qu'on développe un peu dans le livre. Alors, c'est l'appartenance à une communauté, donc ça c'est intéressant. Effectivement, le sentiment d'être un peu isolé, en souffrance. Et on trouve, alors comment ça se produit? C'est par des influenceurs. Ce qu'on appelle les influenceurs, ce sont les vlogs de jeunes qui parlent de la transidentité comme c'était un monde idéal, utopique d'ailleurs, où c'est absolument formidable. On en a une vidéo comme ça d'ailleurs sur YouTube où quatre jeunes qui ont fait une transition, qui sont devenus des garçons, qui exhibent même leur opération, leur mastectomie et disent, voilà, ils ont 19, 20, 22 et qui parlent de ce qu'ils vivent et qu'il y a quand même, voilà, ils sont contents et d'ailleurs peut-être même sont-ils contents, mais bon, c'est quand même cette face des choses qu'ils présentent sur YouTube et qui peuvent influencer des jeunes qui se questionnent. Nous, on dit des jeunes qui se questionnent sur leur identité sexuelle, non pas sur leur identité de genre, parce que pour moi, c'est qu'un peu un cache-sexe. Le genre, c'est un peu une façon de cacher et de dissimuler le mot sexe. Donc, c'est quand même des jeunes qui s'interrogent sur leur identité sexuelle, comme ça a toujours existé. Quels adolescents ne se sont pas interrogés sur leur orientation sexuelle, parce que là aussi, il ne faut pas confondre orientation sexuelle et identité sexuelle. C'est pas pareil. On nous fait croire que ce serait pareil, et Caroline va parler des thérapies de conversion. Ça n'est pas pareil. De tout temps, c'est interroger des jeunes à l'adolescence, se sont interrogés sur leur orientation sexuelle, et à raison. Et ils s'interrogent jusqu'à ce qu'ils deviennent hétéros ou bi ou je ne sais pas quoi, peu importe d'ailleurs. Ils s'interrogent et c'est le propre de l'adolescence s'interroger. Par contre, si on fige leur interrogation dans des réponses en disant, là pour les identités dites de genre ou sexuelles, en disant tu es trans et donc on va te faire advenir garçon, ça pose question. Donc voilà, l'élection donc dans une communauté, c'est le premier point. Ils peuvent donc trouver des réponses. À nous, adultes, de ne pas forcément les faire accéder à leur demande. Mais c'est quand même le premier point qui peut faire entendre l'embrigadement sectaire, c'est l'appartenance à une communauté qui peuvent rassurer ces jeunes, parce qu'encore une fois, ils sont mal parfois, ils s'interrogent et ça peut les rassurer, et la communauté, le groupe rassure, parce qu'on leur dit, c'est normal, si tu ne vas pas bien, c'est parce que tu es un garçon. Et ça, moi, je me souviens d'un patient que j'avais, le premier que j'avais vu, qui me dit, en fait, on me dit que je suis c'est une fille, effectivement, ça me rassure, on m'a dit que j'étais un garçon. Deuxième point, le recrutement qui se fait en ligne, donc par l'impact, du coup, des réseaux sociaux. Parce que les vidéos sont faites de telle manière, effectivement, que des jeunes peuvent accéder à ces vidéos et être très sensibles à la manière dont sont faites ces vidéos. Donc, c'est des jeunes vulnérables qui peuvent être embarqués là-dedans par le biais des réseaux sociaux. Et donc, le recrutement, c'est comme pour la radicalisation d'ailleurs, le recrutement se fait en ligne. Voilà. Troisième point qui accrédite la thèse de l'embrigadement, de l'emprise sectaire, c'est la novlangue. Alors, nos collègues linguistes, évidemment, l'ont bien analysé, et je pense à François Astier, donc les euphémisations, etc. Et donc, l'usage d'un jargon spécialisé. Alors là, vous aurez tout vu si vous allez sur le lexique trans, il suffit d'aller là-bas, du planning familial, vous voyez ce que c'est la novlangue. C'est extraordinaire. C'est une manne, moi je trouve ça fabuleux, et c'est vraiment pour un terrain de recherche, c'est fabuleux. Donc un jargon qui est pseudo-spécialisé et qui les distingue du coup des sciences, parce que du coup ils remettent en question les sciences, notamment la biologie. Voilà, bon. Ensuite, quatrième point, l'isolement social et familial. Alors ça, c'est quand même important parce que là, nous, on a des témoignages maintenant directs des parents. Effectivement, pas tous, mais il y a des adolescents qui fuguent, qui se coupent du milieu familial parce qu'on leur dit qu'il faut se couper parce que leurs parents sont transphobes.
Donc, il faut se couper. Ils sont vraiment, véritablement, je ne dis pas tous, mais certains adolescents endoctrinés, ou même des jeunes adultes parfois, endoctrinés. Ils ont des pressions et ils ont effectivement, on l'isole, donc on isole le jeune et on l'endoctrine. Hein, il est comme un nouveau membre d'une famille, d'une nouvelle famille qui est aimante, pas comme leurs parents, transphobes et maltraitants, puisque certains parents se sont quand même retrouvés devant des juges, il faut quand même le dire. Et là, nous, on a des témoignages quand même assez incroyables. Bon. Donc, cinquième point, la foi et les croyances. Là, je vous en ai un peu parlé avec les croyants et la notion d'utopie de genre. Hein. Donc, on leur demande de faire acte de foi, un postulat sans fondement scientifique et de faire leur des nouvelles croyances qui ne sont pas étayées sur des faits, hein, un peu comme dans le complotisme, d'ailleurs on voit ça aussi. Hein. Donc c'est une stratégie d'emprise et de manipulation mentale, puisque le sujet devient ainsi facilement influençable. Voilà, cinquième point. Et le sixième, on en a 12, hein, j'y arrive. Hein. Sixième point, le déni de la science. Bon, là je l'ai dit, voilà, pour substituer à la science une nouvelle doxa. Et septième point, l'affirmation. Alors ça, vous retrouvez ce mot d'affirmatif, affirmation dans pas mal. Hein, on parle aujourd'hui de médecins ou de psychologues ou de psychiatres affirmatifs. Hein, vous avez peut-être entendu ça, et des non affirmatifs. Parce que là encore, c'est clivé. Et encore une fois, c'est clivé parce que le phénomène est clivant. Parce que c'est un phénomène radical. Hein, je redis, c'est important. Donc forcément, on se retrouve, nous, dans ceux qui ne sont pas affirmatifs, mais on se retrouve du côté, nous, parfois des réacs, c'est complètement hallucinant, mais bon, c'est comme ça. Sauf que nous, on appelle à la prudence, simplement. Mais, bon. Donc l'affirmation qui est fondée sur l'auto-identification et l'autodétermination, c'est un procédé donc pseudo-démocratique et libertaire qui prétend que chacun devrait décider par lui-même son identité. Sauf que effectivement, ça c'est pas mal quand vous avez 40 ans, à la limite peut-être 20, mais quand vous avez 12 ans, quand vous avez 13 ans, de dire que bon, on peut décider librement de son identité et que ça quand même interroge. On se dit que les gamins pourraient peut-être un tout petit peu grandir avant de se positionner aussi fermement sur leurs identités. Ensuite, huitième point, la victimisation et l'inversion victimaire. Donc la transphobie, c'est effectivement un argument d'intimidation. On l'a été, hein, nous-mêmes, d'intimidation, voilà, c'est un argument qui fait poids pour faire valoir leur victimisation au sein de la société. Ils sont forcément victimes. Donc, ces gens qui sont forcément victimes de transphobie, hein, puisque si on interroge, on est contre eux. Voilà. Interroger la transidentité chez l'enfant, quand je dis enfant, hein, c'est pas un jeu de langage ou c'est de l'enfant au sens de la Convention des droits de l'enfant. Hein. C'est 0-18 ans. C'est pas, on sait très bien qu'on ne va pas faire transiter un enfant à 8 ans. On sait bien qu'il ne va pas prendre des hormones sexuelles à 8 ans. Hein. Parce que nous, on a eu ça quand même dans un dernier article. Là. Bon, on a très bien compris que ce n'est pas à 8 ans qu'on prend des hormones. Hein. Mais quand même, un enfant, il est quand même enfant jusqu'à 18 ans au sens de cette convention. Donc, c'est vraiment au sens large. Si on veut, on peut dire adolescent. Mais c'est quand même intéressant qu'on prenne le mot enfant, je trouve, parce qu'à 15 ans, je trouve que là aussi, en tant qu'adulte, on a la responsabilité de ces jeunes et on a à leur dire qu'ils ne peuvent pas tout avoir tout de suite. Donc, c'est pour ça que je dis enfant, involontairement, en sachant très bien qu'ils n'ont pas 8 ans. Donc, victimisation et inversion victimaire, donc la transphobie, effectivement, comme argument, et l'attaque surtout que ceux qui interrogent sont nécessairement des transphobes, et notamment les parents, puisque les parents disent à leurs enfants, dans un premier temps, qu'ils ne souhaitent pas que leurs enfants se fassent cette transidentité, fassent cette transition et se prénomment autrement. C'est très, très violent hein, pour les parents, il faut quand même le dire. Nous, en tant que cliniciens, d'ailleurs, on dit aux parents de ne pas se braquer avec les enfants. D'ailleurs, nos conseils, on a fait quelques conférences avec des parents et on a un groupe de parole avec les parents. On leur dit surtout ne braquez pas vos enfants. Effectivement, ne leur dites pas non, ils ne sont pas trans, etc. Ne rentrez pas dans un truc de conflit avec, essayez de maintenir le lien. Donc, vous voyez, on sait bien faire la part entre nous en tant que cliniciens. On dit des choses aux parents qui sont des paroles, à mon avis, de bon sens, surtout de maintenir un lien et de comprendre la souffrance de leurs enfants. Et en tant que là, sonneur d'alerte, d'ailleurs lanceur d'alerte, de dire quand même qu'on ne peut pas tout non plus accorder à des enfants.
Voilà. Il faut bien distinguer aussi à quelle place on est quand on parle, nous aussi. Hein. Donc, on sait Céline, très bien. je suis navrée de vous couper. J'ai la lourde tâche de devoir vous dire de je termine. Donc, je termine. Désolée. J'aurais dû mettre j'avais dit à Caroline, il faut que je mette une sonnette parce que quand on est emporté par ce truc, on n'arrête pas. C'est passionnant, mais malheureusement, je termine les 9 points. Donc, 9 pressions exercées et ensuite 10e point, les stigmates, le lobbying en 11 et les profits des laboratoires, etc. Ensuite, je laisse la parole à Caroline qui va conclure. Il me reste combien de temps? Dites-moi combien de temps. Le temps est déjà dépassé, mais c'est pas grave, allez-y pour 5 minutes, ça ira. Écoutez, je voulais, pour terminer, si vous me laissez quelques minutes, pointer ce que j'ai appelé les paradoxes de la transidentité. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que l'incongruence de genre, comme on dit maintenant dans le DSM, n'est pas une maladie, mais nécessite des traitements à vie remboursés par la sécurité sociale. Un ado donc peut changer de sexe, mais il n'a pas le droit d'en faire usage. La majorité sexuelle, elle est fixée à 15 ans et en deçà de 15 ans, un jeune est considéré comme non consentant. En revanche, il peut consentir bien avant au fait de prendre des hormones. La binarité, elle serait obsolète, mais les trans recréent une binarité homme-femme à la fois mensongère, mais beaucoup plus fixe que la binarité oni. Donc ça, c'est quand même un petit problème. Alors, donc cette prétendue révolution recrée effectivement une binarité bien plus contraignante. Le dernier paradoxe, il concerne les enfants. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès pour protéger les enfants de la maltraitance, de la pédophilie, de l'inceste, etc. En considérant que justement, ils n'étaient pas des adultes en miniature, mais des sujets à protéger. On peut donc considérer que ces agresseurs-là ne leur veulent pas du bien et effectivement, la loi les sanctionne. Aujourd'hui, il s'agit de protéger des enfants d'adultes qui leur veulent du bien, ce qui est quand même assez paradoxal. Alors, ils leur veulent du bien en les considérant comme des adultes en miniature, justement, en leur conférant une autonomie qu'ils ne sont pas toujours en mesure d'assumer, en considérant l'autorité parentale comme une oppression dont il faudrait les délivrer. Voilà quelques paradoxes. Est-ce que je me pose la question de savoir si ça serait une forme progressiste de la haine de l'enfant qui a parcouru les siècles précédents? Voilà, je vais m'arrêter là si on n'a plus de temps. On aurait pu continuer, par exemple, sur la haine du féminin. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine session. Gérard, il faut que tu te démutes. Voilà. Oui. D'abord, merci beaucoup. Merci à vous deux. Ça nous éclaircissait beaucoup tous les enjeux. Et évidemment, dans le cadre des ateliers républicains, ça vient rencontrer nos propres préoccupations. Céline a parlé tout à l'heure d'une collusion entre différents fragments d'idéologie. Je crois qu'en effet, c'est une question qui doit être explorée davantage. Cette collusion, c'est une collusion non pas directement de la façade et de la figuration de ces idéologies, mais une collusion entre les homologies de structure du fonctionnement de ces idéologies. Et évidemment que l'islamisme ou le transgenre, c'est deux choses totalement distinctes, mais dans le soubassement, ça fonctionne de façon similaire. Et peut-être ce sont deux types de symptômes tout à fait différenciés d'une même crise encore plus profonde. Et ça, ça justifiait pleinement de vous recevoir dans le cadre des ateliers, en plus de l'intérêt du sujet lui-même. Et ça m'a fait penser en vous écoutant, comme il arrive d'avoir une petite intuition bizarre, que tout ça témoignait d'un oxymore aussi inattendu et qui va bien avec ce dont vous parlez, c'est-à-dire le totalitaro-libertaire
ça fait partie des monstruosités de ce qui nous vient à l'idée du temps dans lequel nous vivons. Merci encore